voilà. On a même décoré la caméra, parce que, eh ben oui, c'est Noël. La meilleure des périodes, où la chaleur humaine brille de mille feux, et où... Non, ne faites pas attention à la date. Non, on est bien Noël. Oh, hey, on n'est pas du tout en retard. Et où je crois que je devais faire un truc depuis des années et des années, à savoir vous parler de Zombie Christmas Carol, un récit mine de rien trop longtemps teasé sur cette chaîne, et un récit de Noël aussi un peu gore, puisque comme vous vous en doutez, ça va parler de... Hey, salut gars, ça casse. Oh, this good, no, this good. Ah, et au fait, c'est quoi tout ce sang? Non, parce que tu dégueulasses l'appart quand même. Ah, ça figure-toi que j'ai réussi à coincer ce salaud de gros Tony, celui qui avait zigouillé la petite Camille au tire-bouchon. Parce qu'elle avait parlé de son trafic de méthylphénidate dopé à la néocortisone sous dopamine. Bref, autant te dire que je l'ai débouché. De quoi? Non, attends. Plus dérangeant. Comment ça, déboucher? J'ai fait comme avec un tire-bouchon. Tu prends le bout qui dépasse dans le nombril, et tu tournes. Et paf. Bouchon de champagne. Mais c'est dégueu! En plus, je devais faire enfin le comics de Noël que nous avait filé le conteur. Voilà, Zombie Christmas Carol, j'ai essayé de mettre une ambiance de fête et tout. Et toi, tu viens tout gâcher. Dab. Ouais, enfin bon, vu le retard... Bon, générique. Pour la faire bref, il y a eu de cela pas mal de temps sur la chaîne un petit, voire un gros, méli-mélo spatio-temporel truc bidule. Je vous la fais courte. J'avais été embauché par l'organisme qui gère l'ensemble du multivers, la Jurisfiction, pour enquêter sur une planète morte, qui s'est révélée au final être détruite par un robot dérangé qui pensait ainsi préserver la paix. Bref, longue histoire, mais j'avais quand même pris le temps de vous faire un montage de tout ça. De une, parce que je suis très gentil, et de deux, aussi pour me la péter, c'est pas tous les jours qu'on doit gérer des affaires multiverselles. Et bref, à la fin, en cadeau, le compteur, un agent de terrain de la Jurisfiction qui est plutôt branché Doctor Who, m'avait filé ce comics en me disant qu'il me serait utile pour l'année d'après. Seulement voilà, ça a fait plus ou moins 5 ans, il y a eu le Covid, et donc du coup je préférais traiter de sujets plus joyeux qu'une invasion zombie, et puis après je suis tombé malade et dépressif. Bref, je n'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de ceci jusque-là, mais oui, nous y sommes, Zombie Christmas Carol, un comics publié par Marvel Comics en 2011. Partie 1, le contexte de l'œuvre. Zombie Christmas Carol est une œuvre intrigante, qui semble s'inscrire dans 2 cadres au premier abord. Alors, ça tombe bien, ces 2 cadres sont dans son titre, Zombie et Christmas Carol. On va commencer par l'aspect zombie. Bon, je sais que j'aime bien expliquer beaucoup de choses dans mes vidéos, mais je me vois mal vous expliquer le principe du mot zombie, tout de même. Mais tu vas le faire quand même. Eh bien oui, exactement. Parce que ramener ma science, c'est un peu tout le concept de l'émission. Créature imaginaire ultra populaire depuis quelques décennies, il s'agit d'un mort ramené à la vie, souvent appelé sous l'oxymore de mort-vivant, inspiré par la mythologie de la sorcellerie vaudou. Mais contrairement au vaudou, où l'on parle d'un vivant qui ne pense plus et qui est obligé d'obéir aux ordres de son maître,
qui est donc le sorcier qui a lancé la malédiction vaudou, suivez un peu. Non, quand on parle zombie, on parle plutôt dans nos têtes à des cadavres ambulants et déambulants à plus ou moins grande vitesse vers tout un chacun pour leur bouffer un truc. Alors, à la base, c'était le cerveau, mais bon, c'est la crise, ma bonne dame, aujourd'hui les zombies ils bouffent de tout et ils font pas les difficiles, Moi de mon temps, on avait qu'une simple orange pour Noël et on était bien contents. Bref, les zombies sont ultra populaires, et ce dans tous les médiums, mais ici on va plutôt parler de comics. Donc on va regarder ce qui les a rendus populaires dans les comics. Eh bien, dans ces dernières décennies, on peut de suite penser au comics The Walking Dead chez Image, lancé par Robert Kirkman, mais aussi chez Marvel, où en fait depuis 2005 existe une petite série qui s'appelle Marvel Zombies, elle aussi créée par Robert Kirkman. Dans celle-ci, on a un virus zombie qui décide d'être plus efficace et de ne cibler que les super-héros, parce qu'ils peuvent transmettre beaucoup plus facilement la contagion, car, pour rappel, le but premier d'un virus c'est de se multiplier et donc d'être plus efficace dans sa propagation. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que les zombies sont aussi dangereux. Et aussi pour ça que j'avais pas super envie de parler de ça, pendant qu'on était en plein lancement de Covid, que ça parlait foyer épidémique et tout ça. Notez que pas franchement mieux maintenant, On est juste un peu plus apathique. Bref, vous préférez vivre avec la peste ou le choléra ? Eh ben, heureusement que t'avais dit que tu voulais un esprit festif. Eh oh, ça va toi, Et va te laver, tu fous du sang partout. À vos ordres, esprit festif. Bref, cette première série, Marvel Zombies, marchera vraiment bien, et on aura le droit à divers spin-offs et numéros spéciaux, dont Robert Kirkman va progressivement laisser l'écriture à d'autres personnes, ce qui explique que la série va bien partir en cacahuète, à faire des crossovers avec Ash de la série Evil Dead, ou encore de suivre Machine Man et Howard the Duck contre les zombies. Bref, rien de bien sérieux, mais sans doute suffisant pour attirer le scénariste James McCann à présenter à Marvel son projet, qui est donc de refaire un chant de Noël de Charles Dickens, mais avec des zombies. C'est là que l'on arrive en effet à la deuxième partie du titre, Christmas Carol, qui est le titre en anglais d'un chant de Noël, fameuse histoire de Dickens. Alors cette histoire est largement connue de par le monde, mais j'ai toujours l'impression qu'elle est bien plus connue dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Donc une piqûre de rappel ne fait pas de mal, surtout que voir comment fonctionne l'adaptation va être aussi un des grands sujets de cette vidéo. Dans Un chant de Noël, on suit un vieux radin capitaliste et avare, Ebenezer Scrooge, qui, bien que riche à crever, décide carrément de ne pas chauffer ses locaux pour faire des économies de bout de chandelle. Et je vous avoue que ça me rappelle pas mal notre époque moderne, où dans beaucoup de travail, on n'allume plus le chauffage pour faire des économies. De là à dire que les conditions de travail sont redevenues celles qu'elles étaient sous Dickens. Bref, un gros capitaliste qui garde tout pour lui reçoit la visite de son ancien collègue, Marley, qui lui dit qu'à cause de la vie qu'il a vécue de gros avares de merde, il est actuellement condamné à une éternité de souffrance après sa mort, mais que son pote Scrooge, il peut encore être sauvé, lui. Et donc 3 esprits vont lui rendre visite afin de le faire changer d'avis. Bien sûr, on est la nuit de Noël, et les 3 esprits sont des Noëls passés, présents et futurs, montrant à Scrooge son comportement, les conséquences actuelles de celui-ci et son probable futur si rien ne change. Il y a assez peu de personnages dans cette histoire. Je veux dire, à part Scrooge lui-même et les esprits, on peut juste retrouver l'ancien amour de Scrooge, Belle, qu'il a rejeté pour le sérieux et faire sa fortune, ou encore son employé Bob Cratchit et son fils malade et handicapé, Tiny Tim, histoire de faire pleurer dans les chaumières. Et bref, à la fin de l'œuvre, Scrooge voit les erreurs qu'il a commises, trouve une forme de sagesse tardive dans le rappel de l'amour, et décide d'utiliser son argent et surtout de le partager, car la putain de morale, c'est quand même que les riches doivent faire ruisseler l'argent sinon ils vont finir mal.
Parce qu'on vit dans un monde où, quand j'avais écrit ce texte, 82% des richesses mondiales créées l'année précédente avaient été récupérées par 1% de la population, et que depuis, en fait, les chiffres n'ont pas cessé d'augmenter. J'ai juste cessé de mettre à jour mon document Word. Eh ben, je trouve que c'est important de le rappeler. Hein ? Et non, je tire pas les chiffres de mon cul ni de mon chapeau, mais de l'Oxfam. Donc c'est parfaitement sérieux. Alors, excuse-moi, mais ce serait pas un peu politique, là, ton truc ? Ah, mais alors là, tout à fait. Mais, figure-toi que non seulement j'assume, et en plus je suis dans l'esprit de l'œuvre. Parce que, à la base, Dickens voulait parler de redistribution des richesses et de problèmes économiques. Mais bon, forcément, disons qu'il y a une partie des gens, que ce soit la critique, ou l'église, ou encore d'autres choses, ont préféré mettre l'accent sur la rédemption, et que Noël, c'est quand même trop bien. Du coup, je remets un petit peu des attentions de l'auteur. Ça fait pas de mal. Bref, Un chant de Noël, c'est devenu l'histoire de Noël de référence, dépassant même, je pense, le célèbre poème anglo-saxon « 'Twas the night before Christmas » en termes d'adaptation au fil du temps. Enfin, prenez des pincettes quand même, j'ai rien vérifié, c'est juste mon impression de petit français. Mais justement, en petit français, Un chant de Noël, les trois esprits, tout ça, ça nous dit quand même un truc. Tandis que si je commence le poème... C'était le soir, à la veille de Noël, et dans toute la maison, pas un être ne bougeait, pas même une souris. Bref, ça nous dit rien du tout en France, Ce qui me conforte à dire qu'Un chant de Noël, Scrooge et les trois esprits, c'est quand même le plus connu dans le monde. Et dans toutes ces adaptations diverses qui ont été faites de cette œuvre, le scénariste James McCann se propose d'en faire une version zombie en comics. D'ailleurs, à la réflexion, c'était aussi un truc qui marchait pas mal à l'époque. Prendre des classiques de la littérature ou des figures historiques et d'y rajouter des zombies. Ou autres créatures cauchemardesques. Le plus connu est sans doute une adaptation très libre d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen, avec le très bien nommé Orgueil et Préjugés et Zombies, dont le roman était sorti seulement 2 ans avant Zombie Christmas Carol, en 2009, et dont l'adaptation en comics avait été faite 1 an seulement auparavant, en 2010. D'ailleurs, ce roman lancera tout un genre, comme par exemple Abraham Lincoln, chasseur de vampires, et, je le pense, ce Zombie Christmas Carol que Marvel a décidé de publier. Mais bon, c'est bien joli tout ce que je raconte, mais il serait quand même temps de voir ce que ça raconte, cette histoire quand même. Hop, dis-nous. Et t'as fallu que 3 pages de script pour y arriver ce coup-ci. Bravo. En fait, à part amener de l'humour discutable, tu sers à quoi ? Je sais pas. C'est toi qui écris les scripts, mec. Bref. Commençons à voir cette œuvre. Partie 2. Bon alors, ça raconte quoi ? À la base, cette œuvre a été publiée en 5 numéros, sortis d'août à décembre 2011, puis compilée en un recueil sorti en octobre 2012, que voici, et qui, sous sa pochette de base, trouve une couverture du plus bel effet faisant penser à l'effet des omnibus, et que j'ai adoré utiliser dans diverses vidéos pour vous présenter l'ouvrage, plutôt que la pochette plastique de base qui, certes, fait son taf, mais c'est vachement moins classe. Et sur ce choix de série en 5 numéros, eh bien c'est très intéressant. Bon alors, certes, c'est un choix de découpage courant dans le monde du comics à cette époque, qu'on retrouve dans toutes les années 2000-2010 et même encore aujourd'hui, mais dans le cadre de Zombie Christmas Carol, qui est une adaptation, c'est très pertinent, car le récit originel, Un chant de Noël, contient lui-même 5 chapitres. Et bien sûr, comme c'est plutôt une très bonne adaptation, avec certains twists, mais quand même une très bonne adaptation, chacun des 5 numéros correspond à peu de choses près à chacun des chapitres originaux, que l'on peut résumer comme ceci. Chapitre 1. Les personnages nous sont présentés. Scrooge est un connard riche et égocentrique qui reçoit la visite du spectre de son ancien collègue, Marley, lui annonçant la venue de 3 esprits dans la nuit. Chapitre 2. Visite du premier esprit, celui des Noëls passés,
où l'on assiste au passé de Scrooge, de son enfance solitaire au pensionnat jusqu'au moment où sa fiancée, Belle, lui rend sa bague de fiançailles, car elle lui reproche de faire passer l'argent avant leur amour. Chapitre 3. Visite du second esprit, celui du Noël présent, où Scrooge est baladé le long de diverses festivités de Noël, et notamment chez son employé, Bob Cratchit, et son enfant estropié, Tiny Tim, et également chez son neveu Fred, beaucoup plus sympathique. Chapitre 4. Visite du troisième et dernier esprit, celui des Noëls futurs, qui ne parle pas et guide Scrooge le long de plusieurs scènes, où Tiny Tim meurt sous les pleurs de sa famille, et où Scrooge vient d'être enterré dans l'indifférence totale. Chapitre 5. Scrooge, revenu à la normalité, met en place les promesses faites auprès des esprits, profite du jour de Noël pour donner aux associations et nourrir son employé et son neveu. Et même le lendemain, pourtant après Noël, il augmente le salaire de Bob et n'hésite pas à partager un repas sur les heures de boulot. T'es sûr de toi pour la fin? Ah bah oui, je veux dire, on parle pas juste de faire une rédemption pour Noël, parce que ça n'aurait juste aucun sens, et bah ça ferait que le conte de base en fait, on voit pas très bien pourquoi il aurait survécu tout ce temps, juste de dire il faut être gentil pour Noël. Non, un conte de Noël, ça raconte que, pour que ça marche, faut faire un turnover backflip des valeurs 180 degrés, Il faut changer en profondeur la vie et la répartition des richesses, C'est ça qui va tout changer dans l'œuvre. Mais bref, qu'est-ce que ça donne en comics et à la sauce zombie? Eh bien, le comics s'ouvre sur un hôpital pour les pauvres, où les patients sont tous devenus des zombies. L'on apprend que les prisons, les refuges, les asiles, tout cela est désormais le lieu des zombies, en cet hiver extrêmement rugueux où la nourriture manque. Le phénomène est appelé Hungry Death, soit littéralement la mort affamée. L'on suit deux personnages, plutôt fortunés d'après leur apparence, qui font apparemment partie du personnel de l'hôpital, mais qui le condamnent et nous disent n'avoir plus qu'une seule chance pour s'en sortir, demander au seul homme qui ait assez de richesse pour nourrir cette masse affamée, un certain Ebenezer Scrooge. Scrooge, que l'on trouve d'ailleurs dans son bureau, à dire à son neveu que Noël ce n'est que des sottises, à rebrouer son employé Bob Cratchit, frigorifié. Donc autant vous dire que les deux gugus qui viennent lui demander des sous pour la population en surplus, comme c'est si joliment dit, ils vont se faire gentiment envoyer balader. Surtout qu'en plus, histoire d'essayer d'émouvoir Scrooge, il mentionne la mémoire de son ancien partenaire décédé et sans doute seul ami dans la vie, Jacob Marley. Eh bien ce sera une sacrée soufflante, et j'en profite pour parler un peu des dessins, histoire de faire une pause dans la narration. Dans toute cette partie vie normale, le dessin sera assuré par David Baldeón. Pour tout vous dire, c'est un artiste que j'aime beaucoup, par exemple à l'œuvre sur la récente série Mutant X Factor, dont je vais devoir vous parler un moment ou un autre parce qu'il y a des trucs qui m'ont bien plu, ou encore la mini-série récente Ben Reilly Spider-Man, pour parler que de ce qu'il a fait ces derniers temps. Ici, il a un style très marqué et vraiment intéressant, qui donne un style certes parfois un peu cartoon à ses personnages, mais qui fait des merveilles sur l'ambiance. Je veux dire, regardez-moi cette ombre démesurée partant du personnage d'Ebenezer Scrooge dans sa première apparition, une ombre qui fait plus du triple de la petite portion du personnage que l'on voit sur la feuille. C'est sublime et montre bien qu'un si petit homme a pourtant une énorme influence sur ce qui l'entoure, et une influence négative, car l'ombre est rarement présentée comme une influence positive dans la fiction. Vous avez peut-être noté que j'ai parlé de parties normales concernant le présent, c'est parce que, en ce qui concerne le Noël passé et futur, le tout sera assuré par un autre dessinateur, Jeremy Triss, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'instant, notons que le style de David Baldeón n'hésite pas à exagérer les personnages, tout en gardant des décors et des paysages extrêmement réalistes. Par là, on montre par le dessin que l'on va coller le plus possible à Dickens, à son époque et à ses ambitions, tout en montrant que quand même, on va aussi se réapproprier un peu les personnages. Puis bon, le Londres de l'époque victorienne a toujours été un bon décor d'épouvante, avec son manque de lumière, son brouillard presque constant, alimenté certes par le fog londonien, mais aussi par les fumées de la révolution industrielle, et sa misère ambiante.
C'est plutôt pas mal pour une œuvre qui va aussi jouer sur le volet horreur. Alors certes, pas une horreur viscérale, comme une vraie œuvre qui se voudrait purement horrifique, on est plutôt ici dans une œuvre qui va se draper dans l'apparat de l'horreur pour faire passer un message. Et donc du coup, on retrouve ici exactement ce qu'avait fait Dickens à son époque, qui lui avait utilisé l'horreur via le biais des fantômes et des esprits. Ouais, sauf que nous, les fantômes, c'est un peu ringard, puis on aime bien voir du sang. Donc, du coup, on met des zombies. Et en fait, oui, exactement. On pourrait même dire que l'ajout de zombies est une simple adaptation de la mode actuelle du message originel de l'époque. Contrairement à d'autres récits du genre, qui n'ont pas d'autre vocation que de mélanger deux choses connues du grand public et d'en proposer un spectacle pur. Ici, le message de Dickens est toujours là, et est même renforcé pour un public plus moderne, où les zombies font beaucoup plus peur que des fantômes. Dans notre narration, d'ailleurs, l'on voit Scrooge rentrer chez lui dans un Londres rempli de brume, et l'on y aperçoit des silhouettes lointaines nappées de ce fog si londonien. Et en passant, un tenancier de bar local dit à Scrooge d'être prudent car, après tout, seuls les morts se trouveront à l'extérieur en ce soir de Noël. Alors on suit notre personnage Scrooge rentrer chez lui, tout en suivant le décorum du roman, la poignée de porte qui prend les traits de son défunt ami Marley, le fait de voir un fantôme de carrosse, qui dans le roman représente le carrosse funéraire de son ancien ami quand ils l'ont enterré, sauf que là, c'est un carrosse zombie. Bref, on sent qu'il y a une peur qui commence à monter chez Scrooge, mais il y a un détail qui est bien mis en avant et qui, lui, est très différent de l'original. On aperçoit une morsure sur l'avant-bras de Scrooge. Notre radin de service se réfugie dans sa chambre, et l'esprit de son collègue décédé vient lui rendre visite. Bien sûr, il est décharné et zombifié, et comme dans l'œuvre originelle, il est bardé de chaînes, car son âme est condamnée à la damnation éternelle. Ils lui ont même rajouté tout un truc autour de la bouche, comme si on voulait l'empêcher de mordre, et je sais pas, je trouve ça cool. Oh, mais il est trop mignon! Il a même une petite clochette au cas où il se perde! Oui, alors je pense que la clochette c'est plus pour le repérer en cas d'embuscade, tu vois, s'il arrive derrière toi, mais... pourquoi pas. Chacun ses goûts, mec. On a donc toute une discussion comme quoi l'âme de Scrooge est vouée au même tourment, puisqu'ils ont fait sensiblement les mêmes choses, sauf si jamais il change. Sauf que là, il y a un twist, puisqu'on nous dit qu'en fait, il n'y a plus de mort du tout. Bon, ce qui est logique parce que, zombie quoi. Marley lui dit qu'il est la cause de tout. Et Scrooge ne le comprend pas, après tout, il s'est toujours bien tenu à l'écart des affaires des autres et de leur vie. Ce à quoi Marley lui répond qu'il aurait dû s'occuper de l'humanité pendant sa vie, et que désormais cette même humanité est son festin. C'est donc Scrooge et Marley qui auraient créé cette épidémie de zombies, cette Hungry Death qui touche la population londonienne. Et les deux d'ailleurs vont enfin à la fenêtre et voient le fog se lever, et on s'aperçoit que toutes ces silhouettes dans le brouillard, en fait c'était qu'une horde de zombies qui dévorent corps et âme sur leur passage. Et c'est là que se termine le numéro 1. Et on découvre, avec joie, que chaque numéro a quelques pages de commentaires des scénaristes et dessinateurs, pages heureusement disponibles également dans le recueil, et que j'aime quand ça fonctionne comme ça. Wow. Scrooge se réveille dans son lit. Ouf, cela n'était-il qu'un rêve ? Ouais bof, y a un corbeau chelou à la fenêtre, et le premier des trois fantômes apparaît. Rose fanée à la main et robe de mariée flottante, elle apparaît pour se décomposer puis réapparaître, à chaque fois toujours plus près de Scrooge. Et purée, regardez-moi ce crâne sous le voile de mariée avec l'orbite de l'œil lumineux là. C'est joliment macabre de fou. Non mais y a pas à dire. Le dessin il claque de fou quand même. Le premier spectre emmène donc notre Scrooge à travers les brumes du temps. Et le temps d'un changement de page, nous avons notre premier changement de dessinateur, passant du trait de Jérémy Baldéon à celui de Jérémy Trice, qui a un style moins travaillé, mais qui, avec ses couleurs moins flashy et plus réalistes, nous présente une ambiance différente, ce qui montre bien le changement de période. Scrooge d'ailleurs s'en rend compte très vite, et commence par être tout fou d'être retourné à l'époque de sa jeunesse.
On entend d'ailleurs que contrairement au présent recouvert de brume, ici tout est beau et merveilleux, personne n'est habillé en guenilles, il y a même un gamin avec un ballon et un vendeur de tartes dans les rues. Bref, on est plutôt dans une situation idyllique. Non, la seule brume que nous retrouvons sur le dessin, eh bien elle viendra du spectre et du vieux Scrooge lui-même. L'enthousiasme d'ailleurs de Scrooge est assez vite douché quand le spectre des Noëls passés l'amène près d'une école abandonnée où le jeune Scrooge, solitaire, s'occupe d'un cheval en fin de vie. Cependant, alors que la mort emporte le canasson, celui-ci soudain mord sauvagement le jeune Scrooge, exactement à l'endroit où nous avions vu une morsure sur l'avant-bras du vieux Scrooge dans le numéro précédent. Ok, donc on est au niveau d'écriture des énigmes du journal de Mickey. Youpi! Ouais, enfin, à la base, quand c'est publié un numéro à chaque mois. Et puis, bon, cette histoire de morsure, c'est un des rares vrais changements de cette adaptation. Ça mérite que je m'y attarde. Parce qu'il n'y a pas les chevaux dans le roman? Alors, si, en fait, des chevaux, il y en a plein, normalement. Il y a Alibaba, Valentin, Orson, enfin... Bref, je vais pas tous les faire, mais il n'y a aucun cheval qui meurt, et ils sont juste nommés pour, en fait, montrer que Scrooge, c'était un solitaire, et qu'il avait reporté beaucoup de son affection, non pas sur des humains, mais sur les animaux dont il s'occupait. Mais bref, je m'égare un petit peu. Retour au récit. Et c'est alors que Scrooge vient d'être mordu qu'arrive sa petite sœur, Fran. Alors, il arrive à lui cacher dans un premier temps sa blessure, et qui commence d'ailleurs à purler de sang assez vert assez vite, mais celle-ci s'en rend compte, et d'ailleurs c'est très difficile de lui cacher quand le cheval devient cadavérique à une vitesse, avouons-le toujours, assez alarmante. Alors, je reviendrai plus tard sur ce sujet quand nous parlerons de ce que le genre zombie apporte à l'œuvre dans une troisième partie. Bon, comme dans toutes les versions d'un chant de Noël, la partie des Noëls passés est la plus fournie en événements divers, puisque notre personnage principal, Scrooge, a un certain âge, et un futur qui sera forcément moins long que son passé. À moins qu'il n'ait bu un élixir de longue vie. Sa santé! Mais ça m'étonnerait. On va donc parler de divers événements assez importants, mais bon, on va essayer de speeder un peu, parce que le principal risque déjà, c'est que je suis pas sûr que Pupu reste sobre jusqu'à la fin. Ça, y a toujours un risque. L'on apprend donc rapidement que, petit 1, la petite sœur de Scrooge, Fran, est morte en donnant naissance à Fred, le neveu de Scrooge qui est assez jovial, vous savez celui qu'on a vu qui est venu l'inviter à Noël dans le premier numéro. Petit 2, que Scrooge avait déjà largement lâché sa famille à ce moment-là, puisque nous voyons un Noël passé chez son vieux maître Fezziwig, où Scrooge a griffé son ami de l'époque, Wilkins, lors d'une dispute sur les coûts d'une telle réception. Notons que Wilkins semble avoir eu le même genre de griffure purulente que Scrooge après la morsure du cheval, et que Scrooge n'a jamais revu Wilkins après cela. Petit 3, que les Fezziwig furent en fait dévorés par des zombies après que Scrooge les ait laissés, et que le point de départ de l'invasion semble être Wilkins, infecté par les peurs et les secrets de Scrooge, d'après le spectre. Le quatrième point sera plus long, car c'est généralement le point le plus mis en avant dans toute adaptation. En effet, le Noël suivant, c'est le pire jour de Scrooge. Celui où Belle, sa fiancée de l'époque, pleure auprès de lui. D'après elle, elle n'est plus dans son cœur. Elle y a été remplacée par une autre idole, faite d'or, que toutes ses aspirations ont changé une par une, toutes remplacées par une seule, l'appât du gain. Et tout cela parce qu'il se ferme au monde, par peur de celui-ci. Scrooge tente de la retenir, créant un contact entre eux qui semble également, bizarrement, propager l'infection de Scrooge. « Libère-moi! Libère-moi comme je t'ai libéré! Puisses-tu être heureux dans la vie que tu t'es choisie !» Alors Scrooge se plaint du fantôme, et supporte vraiment assez mal ce qu'il appelle lui-même de la torture, même si ce n'est après tout que la vision de son propre passé. Mais il reste encore un Noël à consulter. Dans une sorte de prison, où derrière chaque porte s'entend un grognement, nous découvrons Belle, totalement infectée, et qui se met à dévorer son nouveau mari.
Fatigué de ce jeu macabre, Scrooge attrape le voile du spectre et découvre le visage zombifié de son seul amour, Belle. Horrifié, il tente de faire disparaître la vision d'un grand coup et Scrooge se retrouve dans sa chambre, seul, à attendre la prochaine visite. Et la voici d'ailleurs, qui ouvre le numéro 3. D'abord, une grande lumière apparaît autour du lit à baldaquin où Scrooge s'est recroquevillé, lumière qui vient d'un grand et assez corpulent bonhomme avec cornes d'abondance. Bref, clairement, le monsieur est en Dionysos style et se met plutôt bien. Et il est pas tout seul. Santé. Tu sais que, franchement, t'es pas le meilleur coloc à avoir tous les jours. Ah ouais, mais j'ai un charme indéniable. Faut le dire vite, et sans s'étouffer. C'est le fantôme des Noëls présents, qui commence par montrer à Scrooge des visions du monde tel qu'il aurait dû être. On a de superbes visions de Noël victorien de cartes postales, sauf que c'est un bouquin de zombies. Et donc l'esprit dit à Scrooge que c'est de sa faute si c'est l'apocalypse zombie en ville. Car oui, si Scrooge est lui content de ne pas entendre les chorales de Noël dans les rues, Mais pour tout dire, moi, je le comprends. Dégagez. Bref, je disais donc, si Scrooge semble content au départ, de ne pas entendre tous ces bruits dans la rue, l'esprit de Noël présent lui fait très vite la leçon, en lui montrant ce qui se passe en ville. L'église refuse l'asile à des habitants qui se font boulotter par les zombies, et Bob Cratchit, son employé, vous savez, du début, lui, il recherche son fils, Tiny Tim, en ville. Ah, et au passage, j'adore la force du regard dans l'esprit dans cette partie. Capable de passer d'être tout joyeux à incroyablement menaçant, très rapidement et très efficacement. Non, vraiment, les parties dessinées par David Baldeón, elles sont super efficaces. Bref, l'esprit amène donc Scrooge à une autre scène. Quelle sorte de logis est-ce là? Le plus important, un logis pauvre. Pourquoi un pauvre est-il le plus important? Parce que c'est ceux qui en ont le plus besoin. Il s'agit du logis de Bob Cratchit et de sa famille, déjà touché par la menace zombiesque puisque l'on apprend que cette pauvre Martha affamée, est allée à l'hôpital le mois dernier. Et nous avons tous vu au début de l'œuvre ce qu'il en est des gens à l'hôpital. Oui, voilà. On voit que Bob Cratchit, toujours l'employé de Scrooge, revient de la rue tenant son fils Tiny Tim ensanglanté dans les bras. Alors, une petite parenthèse ici pour expliquer ce que représente Tiny Tim dans l'œuvre originale. Le côté Tiny Tim, ça a toujours été l'incarnation, en gros, de l'esprit de Noël, de faire au mieux malgré le fait que c'est vraiment très dur comme situation. Tis the season to be jolly and joyous. Fa la la, with a burst of pleasure we feel it arrive. Fa la la. L'idée de fêter, d'être en paix, malgré le monde extérieur qui clairement ne nous veut pas que du bien. Et normalement, Tiny Tim meurt de froid après que Bob ait tardé à le retrouver dehors. Sauf que là, Bob, il a trouvé son fils pas loin de l'église. Il a clairement été infecté par des zombies, et l'on apprend que Bob Cratchit, il a été en retard pour retrouver Tiny Tim, parce qu'il a tardé à demander à Scrooge pour partir plus tôt. Enfin, Monsieur Scrooge. Car Bob est le seul encore en cette ville à avoir du respect pour son employeur. Après tout, c'est lui qui permet de mettre à manger sur la table. Et c'est là que le regard de la mère se pose sur Tiny Tim allongé sur la table. L'origine du festin, en effet. Et je sais pas vous, mais moi, l'humour noir et grinçant, ça me fait toujours un peu plaisir. Parce que la vie, elle est toujours un peu noire et grinçante, en quelque sorte. Quand Scrooge demande à l'esprit des Noëls présents ce qui va se passer ensuite, celui-ci ne peut parler que de l'avenir très proche. Et Bob Cratchit va mourir. Tiny Tim, lui, ne pourra jamais mourir. Et l'esprit de lui montrer que les zombies sont désormais partout. Des usines aux galères, touchant même désormais des personnes en costume et bien habillées. Néanmoins, il reste une lueur d'espoir. Dans une horde de zombies, une ancienne dame désormais morte vivante qui demande de l'aide.
et dans une maison accueillante et non barricadée contrairement au reste, en s'en approchant, elle redevient normale, alors que le neveu Fred accueille tous ceux qui viennent à sa porte et l'invite à rentrer. Quoi? Elle redevient normale? Mais... et le gore alors? Oh non, mais ne t'en fais pas. Tu vas en avoir aussi, un peu de gore. Car l'esprit annonce à Scrooge que si Fred peut changer la situation, c'est sans doute car la lumière de sa sœur, chaleureuse et prête à aider, habite son neveu. Et que cette lumière doit être trouvée en Scrooge cette nuit, où la Terre sera condamnée. Et le dernier spectre à venir, le fantôme des Noëls futurs, sera le dernier spectre à jamais fouler cette planète. Oh, la bonne nouvelle! Car, en effet, le temps de l'esprit des Noëls présents touche à sa fin. Et comme dans l'original, sa disparition s'enfonce de plus en plus dans l'horreur. D'ailleurs, le dessin fait un très bon travail à montrer les traits de l'esprit devenir de plus en plus faibles et misérables au fil du temps, pour donner un petit effet gore, comme l'espère notre ami au crâne blanc. Bah ouais, quand même. Nous découvrons que l'esprit des Noëls présents est lui-même rongé par 2 petits zombies volants, à la grande surprise de Scrooge. Sont-ce vos enfants, esprit? Ce sont ceux des hommes. Le garçon est l'ignorance, et la fille l'envie. Prenez garde aux deux. N'ont-ils pas de refuge ou de ressources? Et alors, en écho, résonnent les propres paroles de Scrooge plus tôt dans la journée. Y a-t-il pas de prison? Pas de maison de correction? Je ne savais pas ce que je disais alors, esprit. Pardonne-moi et libère ces pauvres créatures. C'est à l'humanité de les libérer, de les consoler. Ils sont la population en surplus, cherchant ce que peu possèdent et que le peu possédant ne souhaite pas partager. Et si tu peux vraiment avoir un cœur, oublie ce maudit c'est impossible, jusqu'à ce que tu aies découvert ce qu'est le surplus et où celui-ci se trouve. Est-ce que ce fardeau doit vraiment être sur mes seules épaules? Ebenezer Scrooge, cela a commencé avec toi, et cela finira sur tes épaules. Tu dois décider si tous les hommes doivent vivre, ou si tous les hommes doivent périr, tout comme je péris maintenant! Et c'est alors que l'esprit des Noëls présents finit dévoré par l'ignorance et l'envie, et qu'apparaît dans une fumée rouge le dernier spectre tout squelettique. Oh, et cette dernière case avec le reflet dans l'œil de Scrooge, miam, c'est excellent. Purée, et c'est que la fin du 3e numéro. Alors que moi j'ai fini mon bouquin. On a encore pour un bon moment à ce rythme-là. Et le truc, c'est que t'as raison. Donc on va speeder un peu. On va d'autant plus accélérer que le 3e esprit, celui des Noëls à venir, ne parle pas. Bon, de toute façon, il a que le bas de la mâchoire de disponible sur son crâne, donc ça n'aide pas à vrai dire. Et comme c'est surtout les conversations entre Scrooge et les esprits qui sont savoureuses, on va accélérer. J'espère que vous n'êtes pas trop désappointé. L'on découvre donc que la maison de Scrooge semble abandonnée depuis des lustres, vu la poussière environnante, et que le reste de la bonne société fortunée y a trouvé refuge, et jette le peu de richesse restante à la masse de zombies dehors. Bref, ça a l'air plutôt mal barré. Du côté des Cratchit, Tiny Tim a infesté le reste de sa famille, et tout le petit monde vient gentiment dévorer le bon Bob Cratchit dans une scène assez poignante, je dois l'avouer. Quand soudain, les zombies s'arrêtent et murmurent 2 mots. Tous les zombies se regroupent au cimetière. Le cadavre de l'ancien financier de Scrooge détruit la pierre tombale de la sœur de Scrooge, Fran, tandis que surgit de sous terre le maître de tous ces zombies, Scrooge lui-même, devenu un mort vivant. Et c'est alors que Scrooge, alors notre Scrooge, pas le mort vivant, voit l'esprit de sa petite sœur lui apparaître. Mais il ne peut pas la retenir. Et c'est alors que Scrooge finit de tout comprendre. Dans ce qui est peut-être le meilleur speech de Scrooge ever, toute version confondue. Cela ne sera pas esprit. Elle était mon espoir à une époque. Et pourtant je l'ai manqué. Non, pire, j'ai raté l'occasion de l'épargner. Elle était la seule source de lumière dans ma morne vie. La seule joie. Je l'ai empoisonnée.
Mes peurs et mes secrets se répandant comme la peste noire. De moi à Fran, à Dick et Belle. Même Tiny Tim. Je suis l'homme dans cette tombe. Et l'ai été depuis un grand nombre d'années. C'est le secret qui pourrit mon cœur. Qu'une simple morsure d'une créature que j'ai tenté de sauver en étant jeune a affermi ma croyance qu'aucun homme ne peut aider son prochain, qui ne peut que l'affamer en amour, en affection, en richesse et en réconfort, que l'homme ne peut que tuer. Et donc Scrooge, cherchant à pousser l'esprit muet à réagir et afin de lui montrer à quel point lui-même est prêt à l'action, il arrache la cape noire du spectre et se réveille dans son lit, terrorisé, se cachant dans ses propres draps, ne laissant que sa propre mâchoire inférieure dépasser. Et purée, que c'est beau de nous faire comprendre ainsi que ce squelette sans voix n'était rien d'autre que le cadavre de Scrooge lui-même. Et bref, nous voici donc au 5e et dernier numéro. Je sais que c'est long, mais pour trouver les choses bonnes, c'est un peu comme le diable, c'est caché dans les détails. Supportez-moi encore un petit peu. Scrooge est donc seul dans sa chambre, terrifié. Il regarde à la fenêtre et les rues sont couvertes de zombies. Il désespère et ne sait pas quoi faire. S'énerve et va jusqu'à jeter son bonnet de nuit dans le feu, ce qui semble finalement le rebooster et lui donner confiance en soi. Les esprits l'ont fait en une nuit. Ce vieux Scrooge n'a qu'une journée. Mais oui, mais c'est bien sûr. C'est en votant ton bonnet de nuit et en le détruisant qu'il montre justement sa prise de confiance en lui et que Scrooge passe à un passage actif. Et oui, celui qui a été passif toute la nuit en étant le réceptacle des autres, eh bien détruit le symbole même de la nuit pour assumer l'arrivée du jour et son passage à l'action. Alors, excusez-moi, mais vous êtes qui, vous, encore ? Je suis le revenant sur Explicos. Je suis là pour expliquer certains points de détail de manière un peu agaçante et en appuyant un petit peu de manière plus poussée. Et vous arrivez à gagner votre vie avec ça ? Ma foi, je ne me plains pas trop pour ma part. Il faut dire aussi que c'est plutôt connu. J'aurais dû me douter qu'il allait surexpliquer ça aussi. Allez, on enchaîne. Vite. On assiste donc à Scrooge qui revêtit symboliquement son costume sur une page entière. C'est limite fait avec le même soin que Batman qui se met en costume. Mais sans les bas de téton. You are. Yeah. Scrooge. C'est le jour de Noël. Et je ne l'ai pas raté. Scrooge, donc, se met à courir dans les rues, expliquant aux deux personnages fortunés du début, Jeffers et Sands, de suivre son plan, encore secret, et de le retrouver à un certain endroit, à une certaine heure. Oh, ça m'a tout l'air d'une escroquerie. Il arrive à la maison de Bob Cratchit, Tiny Tim et leur famille, où le pauvre gamin va vraiment pas bien. Hein. Je vous rappelle qu'il est en cours de zombification. Et pourtant, Scrooge demande à toute la famille de le suivre dans les rues, qui pourtant, elle aussi, continue à grouiller de zombies. Eh bien, c'est que Scrooge les amène chez son neveu Fred. Vous savez qu'il l'a toujours invité pour Noël au début de l'œuvre, et qu'il avait violemment repoussé, et dont on a vu que son esprit d'accueil et de bonne volonté avait déjà réussi à soigner quelques victimes, mais en petite quantité. Eh bien, le Fredo, il est toujours d'aussi bonne volonté. Ça pue les valeurs, et paf, Tiny Tim est guéri la page d'après, il danse même avec Scrooge. Ce qui est encore une fois une bonne grosse référence au roman d'origine. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Les deux riches se ramènent avec plein d'argent, qui viennent sans doute de la propre fortune de Scrooge, et ce dernier barade en ville, en jetant littéralement l'argent dans les rues, ce qui rameute tous les zombies jusqu'au cimetière. Il va même sur la colline, où il a vu se tenir sa tombe dans le futur, et on se dit « Ah, purée, ça se passe super trop bien !» Je veux dire, il est temps de foutre quand même une péripétie tout de même. Et donc, la Terre se souvient que Scrooge lui appartient. On la voit commencer à se soulever, mais Scrooge parvient à la réduire au silence d'un simple coup de canne en criant «
Assez. Efficace. Je note le coup pour plus tard. Il fait donc un discours devant les zombies où il explique que tout est de sa faute. Ce sont mes erreurs qui vous ont apporté une telle ignorance et une telle envie. Une maladie qui laisse l'âme avoir envie de plus que tout ce que cette vie peut apporter. Cette mort affamée vous vole en même temps votre vie et votre tombe. Sachez ceci, je suis sincèrement désolé. Donc, attends que je récapitule. Tu veux faire un discours inspirant sur des zombies, des créatures pas très connues pour leur écoute. Bon, écoute, on va voir si c'est possible. Bon, écoute, je veux bien te laisser une chance, parce que on va dire que t'es limite à la base de tout ça. Mais franchement, je vais te demander une réussite critique. Ok, alors, je lance les dés. 20 naturel. J'ai d'éloquence critique. Ah, et aussi, n'oublie pas, j'ai un bonus de +2, parce que j'ai mis un beau costume. Et en effet, la vache de coups critiques. Alors qu'il annonce « Vous n'aurez plus jamais faim », une lumière émane de Scrooge. Les esprits de Noël et le spectre de Marley sont ébahis aux 4 coins de la page. Les zombies redeviennent normaux. Ceux qui étaient déjà morts tombent à terre, tandis que les vivants reprennent forme normale. Son ancienne fiancée Belle revient même temporairement à la vie, afin d'avoir le temps de le féliciter d'être redevenu l'homme qu'elle avait aimé et de rendre son dernier soupir dans ses bras. Bref, non, il n'y a pas... C'est une belle fin de campagne. Et ouais, 20 naturel. C'est ça la classe. Bref, on voit les habitants, et surtout Scrooge, réenterrer tous les cadavres comme ils le méritent, et en fin de journée, il invite tout le monde chez lui à la plus belle fête de Noël jamais vue. Le narrateur nous dit bien que certaines personnes s'amusaient de voir le changement en lui, mais il les laissait rire. J'aime bien cette petite phrase, qui montre que oui, on n'a pas tout oublié quand même, mais bon, on peut vivre ensemble tant qu'on a fait une vraie amende honorable. Et nous tenons à insister sur le terme de vraie amende honorable. Bref, tout va bien, mais il nous reste encore quelques pages pourtant. C'est que c'est là qu'a lieu la plus grosse déviation avec le roman original. Attends. La plus grande déviation, c'était pas avec les zombies? Eh bien, aussi bizarrement que ce soit à dire, non. On voit Scrooge qui dit que ce n'est que le début pour Tiny Tim, refuse que son employé Bob Cratchit parle de dette envers lui, et d'ailleurs demande à ce même employé de l'aider à monter ce vieil homme dans sa chambre. Bob et le neveu Fred aident donc Scrooge à monter dans sa chambre et à s'allonger sur son lit. Il se souvient des paroles de certains esprits de Noël. Mon espèce ne peut durer qu'une nuit. Il donne à son neveu Fred toutes les compagnies qu'il possède, insistant sur le fait que les hôpitaux et les refuges doivent être comblés. Et il donne à Bob Cratchit sa maison et toutes les richesses qu'elle contient. Et à Tiny Tim, il lui demande de continuer à chanter la vie et de savoir garder l'esprit et l'ignorance de la jeunesse. Et alors qu'il voit l'esprit de son ancien ami Jacob Marley, il annonce qu'il va aller voir un vieil ami. Et Scrooge meurt sur son lit, et l'histoire se termine sur une vision de sa tombe et de l'esprit de Noël passé, présent et Scrooge en train d'observer le futur. Mais oui, mais c'est bien sûr. C'est une façon subtile de rappeler que Scrooge, de par ses actions, est devenu l'esprit des Noëls futurs. Lui qui a, justement, sauvé le futur. Oui, exactement. Une façon subtile. Ce qui n'est pas du tout le cas d'arriver d'un coup pour en expliquer tout. Tu veux que je m'en occupe? Non. Esprit festif, on a dit. Bon, bref, c'est ainsi que se termine cette adaptation en comics d'un chant de Noël avec des zombies sur la mort de Scrooge. Ce qui est le point,
extrêmement différent de l'original. Un point qui change donc le rapport de l'œuvre avec la mort et qui nous amène donc dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Enfin! Qu'apporte le genre zombie dans cette adaptation et pourquoi elle est incroyablement pertinente. Partie 3. Des zombies dans mon Noël. Faute de ton ou coup de génie? Ben oui, parce que la première fois qu'on en entend parler, on peut se dire très facilement que mélanger un chant de Noël de Dickens et le genre des zombies mangeurs de chair humaine un peu purulents, je veux dire, c'est assez étrange comme fusion à première mesure. Même à la deuxième d'ailleurs. Commençons déjà par rappeler les quelques raisons que nous avons déjà citées au cours de notre discussion. Premièrement, un contexte où les œuvres zombies cartonnent pas mal. Dans l'univers des comics, on parle bien sûr de Walking Dead, dont 6 recueils trustent le top 10 des TPB, Trade Paperback, qui sont des sortes de recueils, vendus sur cette année 2011, et dont les premiers et 14e recueils sont les seuls à dépasser les 30 000 ventes cette année-là, selon le site Comicron, qui est un peu une des seules sources sérieuses sur le sujet avec l'IPVC2. Oui, donc non, quand on vous dit que ça va beaucoup mieux pour le marché des comics aux États-Unis, ce n'est pas du tout une blague. Dans le cas de Marvel, l'éditeur du titre, on a aussi le succès des différentes séries Marvel Zombies, qui apparaissent d'ailleurs dans le classement des numéros les plus vendus de ces années-là. Bref, les zombies, ça vend. Deuxièmement, un contexte où de nombreuses œuvres d'un même type existent. Nous voyons masse de mélanges entre littérature et genre, comme Le Patient Zéro qui est Orgueil, Préjugés et Zombies, ou entre l'histoire et le fantastique, comme Abraham Lincoln, Chasseur de vampires. Et le pire avec Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, c'est que c'est sans doute pas la fiction la plus fantaisiste où il y a Lincoln dedans. Non, parce que le roman où il bute des vampires s'appuie au moins sur un travail de recherche poussé sur la vie du défunt président américain et sur en fait des moments où il s'est vraiment absenté et où il aurait pu aller buter du vampire. Non, je pense que en termes de fiction la plus fantaisiste, la palme doit revenir à une série de comics intitulée Time Lincoln. Dedans, Lincoln peut se la jouer Mad Max contre Trump, ou encore faire une équipe avec d'autres personnages historiques comme Benjamin Franklin et Isaac Newton. Bref, c'est pas vraiment la véracité historique qui l'étouffe. Troisièmement, nous avions parlé, assez rapidement il est vrai, que les zombies étaient l'évolution logique des spectres que nous retrouvions dans le roman originel. Et si j'en avais parlé assez rapidement, c'est parce que, en fait, j'avais envie de vous en parler beaucoup plus en détail ici. Parce que, avouons-le, aujourd'hui, les fantômes, ça nous fait moins collectivement flipper. Non, parce que, franchement, aujourd'hui, la figure du fantôme ne fait plus vraiment peur. Voici quelques exemples assez basiques pour le démontrer. Aujourd'hui, les fantômes sont plutôt vus comme bénéfiques, et par exemple, on peut facilement en faire des histoires d'amour de premier degré. Et c'est même pas vraiment récent ou un truc de niche, ce sont au contraire des histoires avec un grand succès public et dont on se souvient encore aujourd'hui, comme le film Ghost par exemple, quand on parle de films tournés vers les adultes, ou Casper le fantôme, pour un exemple plus enfantin. Même quand on utilise des phénomènes paranormaux associés aux fantômes, comme par exemple les actes des poltergeists, vous savez, les fantômes qui consistent à foutre le bordel dans une maison, aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment les fantômes. En fait, on leur pique même carrément leurs actions spécifiques pour les donner à d'autres. Prenons pour exemple le film Paranormal Activity. Toutes les actions que l'on voit au cours du métrage, à part peut-être la toute fin, en fait, tout pourrait être l'œuvre d'un fantôme type poltergeist. Sauf que non, les fantômes, ça fait pas peur, donc on va dire que ce sera un démon à la place. Parce que tout le monde sait que Azazel, Bélial ou Nergal n'ont que ça à foutre de venir bouger des objets dans ta cuisine. Bon, pour le moment, attends 2 secondes. Mais non, sérieusement, je suis super charrette niveau planning. Alors vos conneries de déplacer des trucs dans votre cuisine pendant que vous dormez, vous oubliez.
J'ai un rituel nécrotique à finaliser, de la haine à propager et des gens influents à pousser vers le chaos. On serait 2 minutes, quoi. Ouais, Marie, ouais. Faut que tu vois avec Gérald pour ça. Ouais, je peux éventuellement voir avec Vladimir aussi, ouais, mais bon... Bref, laissez Valfort tranquille et utilisez les fantômes, c'est leur rôle. Sauf que non. Comme ça fait plus vraiment peur, on n'utilise plus vraiment les fantômes pour faire peur. On peut les retrouver dans des comédies. Par exemple, dès les années 80, le fantôme, il est plus en comédie qu'en horreur. Les SOS fantômes, Beetlejuice, puis Fantôme contre fantôme, Le Manoir hanté. Et encore là, je parle de l'international. Hein. Même chez nous, en France, je pourrais parler de Fantôme avec chauffeur, ou encore de Poltergeist. Bon, et on est d'accord, c'est pas la fine fleur de la comédie à chaque fois. Mais mon point, il est là. Aujourd'hui, les fantômes, ils font plus vraiment peur. Ils nous font rire. Ou pleurer. Parce que oui, on utilise aussi les fantômes pour parler des liens avec les êtres chers, du processus de deuil et autre chose. Comme par exemple le film Sixième Sens ou le film The Others, où l'on suit finalement des points de vue différents pour nous parler, au final, de l'acceptation de la mort. On n'utilise pas les fantômes pour faire purement peur. Alors certes, dans les succès populaires, il y a encore les films The Ring, avec Sadako, qui est techniquement un spectre, mais qui ressemble surtout à la petite fille flippante. Un cliché de l'horreur qui est devenu assez populaire également, comme par exemple dans des films comme Esther. Et même la série de films actuels d'horreur à succès, le Conjuring. Il évite plutôt les fantômes comme grosse menace, on parle plutôt d'objets maudits ou possédés, et de démons. Bref, les fantômes n'ont pas la cote, et ça fait chier Sam. Vous voyez ? Il a dit oui. À qui tu parles, là ? À Sam. Et écoute, je sais bien que vous êtes fâchés et que c'est pour ça que vous parlez jamais ensemble. Hein. Mais quand même, Sam est là depuis le début de la chaîne. Hein. Tu pourrais quand même faire un effort et lui parler un peu. Je sais qu'il est discret. Mais fais un effort. Et je pense d'ailleurs, si je devais faire une supposition un peu à l'emporte-pièce, que le nombre d'adaptations d'un chant de Noël et la façon de plus en plus cucu de faire ces dites adaptations a d'ailleurs joué dans cette ringardisation des fantômes. Parce que, pour une bonne adaptation d'un chant de Noël tout média confondu, on se tape 5 médiocres au mieux à côté. Donc on peut se demander qu'apporte le genre zombie à cette adaptation. Eh bien tout simplement de renouer avec le genre horreur, comme le faisait l'original à son époque. L'époque victorienne, définie par les règles de Victoria première du nom, se définit certes par un retour dans les mœurs d'un puritanisme extrêmement fort, et qui a conduit, un peu par effet inverse, à un essor du fantastique et de l'horreur dite gothique dans sa littérature comme exutoire. Et les fantômes y tiennent une grande place, chez des auteurs et autrices de l'époque comme Arthur Conan Doyle, Charlotte Riddell, Edith Nesbit ou encore George Moore. Et bien sûr, Charles Dickens. Et pas que dans un chant de Noël d'ailleurs. On pourrait parler aussi du fantôme dans la chambre de la mariée, du signaleur, ou encore de l'apparition du baron Coel de Witt. Pour tout dire, il y a tellement d'histoires de fantômes et d'horreur un peu gothiques chez Dickens, que oui, ce côté horrifique était clairement une volonté de l'auteur, même si le côté social de son œuvre est aujourd'hui beaucoup plus présente dans l'esprit du grand public, où on se rappelle plus Oliver Twist, David Copperfield, ou encore Les Grandes Espérances. Ah, et je sors pas ça non plus de mon chapeau, au doigt mouillé. C'est littéralement, avec un chant de Noël, les seules œuvres listées comme œuvre principale chez Dickens sur la page Wikipédia française. Ce qui montre bien, pour le grand public, comment est vu Dickens aujourd'hui. De Dickens, on se souvient surtout de son œuvre sociale et de sa satire des mœurs de son époque. Et pourtant, Dickens savait faire peur et voulait faire peur. Un chant de Noël se veut un pamphlet, une publication lançant une polémique et une réflexion sur le thème de l'économie et de la répartition de l'argent. Dans son livre Charles Dickens From A to Z, donc Charles Dickens de A à Z, l'auteur Paul Davies résume le message de l'œuvre ainsi. Une société dont les maîtres ne se préoccupent que de rentabilité sans se soucier du bien-être général est une société
mortifère. Dickens, dans sa vie, a par exemple bien connu la misère. Il a même travaillé dans ce qu'on appelle les Ragged Schools. Ce sont des écoles gratuites qui essayent de donner un minimum d'instruction à tout un chacun, même si Dickens déplorait qu'en contrepartie, on y soit obligé de parler aussi de religion. Et d'ailleurs, c'est finalement le côté religieux de l'œuvre, Chant de Noël, qui sera accentué par d'autres. Un côté qui est évidemment présent, ne serait-ce que par le découpage même de l'œuvre, mais aussi un côté qui a mangé la raison principale de l'œuvre, selon Dickens, son message social. Ouais, non mais ça va, hein. Faire référence à l'œuvre originale, tout ça, franchement, c'est cool. Mais c'est un peu abusé, hein. Oui, bon, c'est une œuvre connue, mais bon. Un chant de Noël, ça a pas non plus un impact si fort dans la société, quoi. Merry Christmas. De quoi, Merry Christmas? Merry Christmas, que l'on peut traduire par Joyeux Noël. Ce n'est pas Dickens qui a inventé la phrase, mais c'est via ce roman, Un chant de Noël, que la phrase Merry Christmas a été popularisée et que tout le monde le dit. C'est déjà un sacré impact sociétal, non? Ouais, mais... Ok, alors, le roman original est sorti en 1843, au printemps 1844. Le journal The Gentleman's Magazine notait une augmentation visible des dons en faveur des plus pauvres. Dickens est mort en 1870. En décembre 1870, selon le magazine The Graphics, une partie du pays a été invitée à lire l'histoire en famille, rideau tiré pour marquer un peu le deuil, près de la cheminée pour se réchauffer. Bon, celles-là, elles sont un peu le pipeau. Ok, très bien. Eh bien, au XXe siècle, soit plus de 50 ans après la publication originelle, la reine de Norvège envoyait encore des cadeaux aux orphelins londoniens en signant tout simplement Tiny Tim. Pendant la Première Guerre mondiale, selon Russ Glancy, on lisait ce conte dans les tranchées pour se remonter le moral. Tu en veux encore ? Ou tu jettes l'éponge? Ouais, bon, ça va, j'ai compris. Toi, quand t'as une idée quelque part, c'est sûr tu l'as pas dans le... Curieusement donc, en utilisant le côté zombie, cette adaptation renoue avec le récit originel et son envie de faire peur, pour bien montrer l'horreur de la situation actuelle et l'urgence avec laquelle il faut changer de modèle de société et éviter que des gens meurent de froid ou de faim, alors que d'autres possèdent tant de richesses. Et finalement, la métaphore du zombie permet même d'aller plus loin. Les zombies ici sont montrés comme des gens qui en fait n'ont plus d'argent et donc qui sont poussés à toutes les extrémités pour pouvoir survivre. Et en fait, on va plus loin que le message originel, on va même jusqu'à dire, comme on le voit d'ailleurs arriver petit à petit, que cette peur peut finalement toucher tout le monde, même les plus aisés. Petit à petit, vous verrez, les costumes en fait des différents zombies deviennent de plus en plus riches. On trouve en fait des gens de l'élite, de la bonne classe sociale, dans les infectés. C'est une métaphore qui permet même de faire évoluer le message et montrer qu'en fait, en plus d'avoir des riches, on a des ultra riches. Bref, utiliser les zombies dans ce contexte permet de renouer avec l'idée première de l'horreur et d'aller un peu plus loin dans la réflexion, de l'actualiser. Mais si nous avons parlé de ce que le côté zombie permet de remettre en avant dans le récit originel, nous n'avons pas parlé de ce que le récit originel permet de faire au genre zombie en général. Car oui, encore plus curieusement, si le genre zombie fait du bien au titre, je trouve aussi que le fait de mélanger les deux fait aussi du bien au genre zombie en fait. Je m'explique. Je trouve deux faits qui font du bien dans cette adaptation au genre zombie tel qu'on le connaît, en rappelant ses racines. Car oui, le genre zombie, tel qu'on le connaît, est une évolution du fantôme d'autrefois. Et aussi, le genre zombie s'est créé autour d'un message à revendication sociale et sociétale. Et on va voir ces deux points en détail. Eh mais, attends une minute. Depuis tout à l'heure, tu parles plus du tout de comics en fait. Eh bien, plus tout à fait. Mais j'explore la pertinence de l'idée de base du comics. Ouais, c'est ça. Fraude.
Commençons par l'idée que le genre zombie, tel qu'on l'entend, est une évolution du fantôme d'autrefois. L'idée de mort revenant à la vie existe dès l'Antiquité. Certains pourraient penser aux Égyptiens et aux momies, mais non, pas tout à fait. Pour les Égyptiens, les morts ne peuvent pas revenir dans le monde des vivants. Pourquoi garder les corps en bon état, alors, vous savez, avec la momification et tout ça? Car chez les Égyptiens, l'âme, aussi nommée le ba, littéralement ce qui survit et va dans l'après-vie, reste lié au corps. Et le ba, donc, doit rester en bon état pour que, l'âme reste elle aussi en bon état et puisse profiter de la vie après la mort. Et alors, oui, je sais, il y a une légende où Osiris techniquement revient à la vie, mais il reste chez les morts, il va pas se balader sur Terre, lui. Et c'est plus ou moins une illustration du rapport corps après vie. Alors là, tu t'éloignes doucement du sujet. Archéologie boy. Et tu as raison. On va rester concentré. Pour rester concentré, donc, on va parler de la résurrection. C'est quand même un poil lié au thème du zombie, hein. Eh bien, c'est à la base une idée qui est bien liée aux dieux et à la mythologie au général. Mais c'est par exemple dans les religions grecques et mésopotamiennes qu'on va voir des mortels pouvoir vraiment revenir à la vie, comme Adonis, à qui Zeus va rendre la vie, ou une presque résurrection dans l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. En Mésopotamie, la déesse Ishtar menace régulièrement de réveiller les morts qui se nourriront des vivants, comme dans l'épopée de Gilgamesh, ou encore dans le mythe de sa descente aux enfers. Je suis désolé, le mythe n'a pas vraiment de nom à part la descente aux enfers d'Ishtar. Voilà. Et alors, bien sûr, les religions monothéistes vont continuer à parler de résurrection. On pense tous au célèbre crucifié revenu après 3 jours, mais même sans être d'origine divine, un mortel comme Lazare pouvait être ressuscité également. Par contre, il faut noter que depuis qu'on a des sources bien plus précises, on n'entend plus trop parler de résurrection, ou alors comme vague objectif un peu lointain à la fin du temps. Ah bah comme c'est bizarre, tiens. L'idée de fantôme, elle se trouve déjà un peu chez les Égyptiens. Bah oui, si l'âme, vous savez le ba, si ça existe, c'est un peu une sorte de fantôme. Et il a un peu le pouvoir de soit aider, soit faire chier les vivants. Donc bon, autant vénérer de temps en temps les ancêtres, un petit coup de pouce dans le bon sens, ça fait pas de mal. Je veux dire, on a même trouvé des traces sur des tablettes babyloniennes d'astuces pour calmer l'esprit des défunts. Et chez les Grecs, l'idée du fantôme existe aussi. Et ça a l'air un peu plus déprimant d'ailleurs, puisque chez les Grecs, ce sont les ombres qui servent dans l'après-vie. L'idée, c'est que quand t'es mort, en fait, tu traînes misérablement dans les enfers sans rien à foutre, en ressemblant grosso modo à notre idée du spectre moderne. Il y a juste que si tu joues à Age of Mythology, ça peut être fun 5 minutes, t'as Arcantos qui passe et qui t'envoie tuer des minotaures. Voilà, rêve de vieux. Certes, mais j'adore ce jeu. Avec le temps, cette idée du spectre antique grec va commencer à ressembler à notre conception actuelle du fantôme, qui peut venir te faire chier sur Terre. On estime aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ l'idée de ce genre de spectre, soit dans l'âge d'or de la démocratie athénienne, vous savez, le siècle de Périclès. C'est par exemple à cette époque que le poète Échille va utiliser un spectre dans une œuvre de fiction, en utilisant le fantôme de Clytemnestre dans sa trilogie sur Oreste, ou encore au siècle d'après, que Sophocle va en parler dans ses tragédies sur Ajax et sur Électre. Bon, chez les Romains, c'est encore plus clair. On croit aux fantômes comme à notre époque, puisque Pline le Jeune, vers le 1er siècle après Jésus-Christ, nous parle de fantômes dans ses lettres. Ah, et d'ailleurs, petit fun fact, c'est à cause de la description de Pline le Jeune, qui nous parle en fait d'un type qui fait du bruit avec des chaînes, qu'on imagine tous nos revenants avec des chaînes. Chose qu'on retrouve toujours dans Un conte de Noël et donc dans notre adaptation comics avec le personnage de Marley. Bref, le fantôme tel qu'on l'imagine, il est là depuis longtemps. Youbdidou. Mais c'est quoi le rapport avec le schmilblick? Eh bien, figure-toi que j'y arrive. Petit à petit, doucement, mais on y arrive. Même Jésus, dans un passage de la Bible, quand il revient d'entre les morts, doit dire à ses disciples qu'il n'est pas un fantôme. Bref, non, il n'y a pas. Là, à cette époque, on y croit et on est arrivé au fantôme qu'on
connaît. Même si au Moyen-Âge, il y a quand même des mecs un peu tarés qui veulent faire des prises de catch aux fantômes. C'est plus du grand spectacle qu'un vrai changement dans la vision des fantômes, qui peuvent désormais hanter des lieux, passer à travers les murs. Bref, des fantômes quoi. D'ailleurs, en français, on imagine que c'est vers 1165 que le mot fantasme va vraiment prendre son sens actuel. Là où il désignait plutôt des illusions en général avant cela, ça vient de phantasma en latin. Néanmoins, je ne pense pas que le fantôme avait un aspect social à cette époque dans son utilisation, à part quelques œuvres spécifiques éventuellement, car toute règle a forcément son exception. Je dirais qu'à l'époque, c'est plutôt un outil de contrôle sociétal, éventuellement. Il faut suivre les coutumes et être enterré selon les rites pour ne pas devenir un fantôme, mais c'est à peu près tout. Mais dans le contexte victorien, le fantôme commence, je trouve, à être utilisé socialement. Les histoires de fantômes qui abondent à cette époque ont généralement un sens et une morale pour la société. Et oui, le meilleur exemple, c'est un conte de Noël. Mais ça, on l'a déjà dit. Et du coup, à partir de cette époque, à mon sens, comme on va essayer de partir plus sur la morale que sur du grand spectacle, le fantôme va devenir un peu moins effrayant. Par exemple, les récits de mariage surnaturels, qui sont souvent extrêmement sanglants au Moyen-Âge, comme par exemple la légende de la mariée morte, deviennent plus romantiques vers le XVIe siècle. Comme par exemple la légende juive de la mariée morte, qui encore aujourd'hui inspire des gens. Je sais pas si vous avez vu les noces funèbres de Tim Burton, mais c'est ça. Vous allez me dire, SN, mais du coup c'est un zombie et pas un fantôme. Mais c'est justement un peu mon point. À l'époque, on faisait pas vraiment la différence. Un corps revenu à la vie était désigné comme un fantôme. Et toc ! Par exemple, le conte dont on parle, la légende de la mariée morte, on le trouve dans des recueils en allemand comme Das Gespenterbuch, Soit littéralement le livre des fantômes. Ou encore en français dans Phantasmagoriana, dont le sous-titre est Recueil d'histoires d'apparitions de spectres revenants fantômes. Donc historiquement, on n'aura pas de souci à dire qu'on peut parfaitement mélanger fantômes et zombies, puisqu'à un moment c'était la même chose. Et donc oui, on peut avoir des zombies dans un conte de Noël si on veut. C'est plus au XXe siècle qu'une scission assez forte va se faire entre fantômes et morts-vivants. Et que, comme on l'a déjà vu, les fantômes vont plutôt perdre beaucoup de leur côté effrayant pour plus jouer sur le côté humain décédé, de jouer sur les sentiments comme l'amour, le rire, et où le côté corps décomposé sans âme, qui est devenu le zombie, lui a gardé un peu tout le gore et l'horreur, avec un peu les démons qui viennent aider aussi. J'ai déjà dit que j'avais rien à foutre dans cette histoire. Oh, oui, pardon. Quand même. Bon, pour cette histoire de drone, là. Quelque part, avec cette séparation pas totale, mais assez nette, je trouve, entre un esprit sans corps, qui représente plutôt l'âme, et un corps pourrissant sans vraiment de cervelle ou de volonté, on a limite un tour complet du cycle, pour retourner à une situation pouvant faire penser à la situation égyptienne. Vous savez, de l'âme et du corps séparés, avec le bas qui va dans l'autre monde et le corps qui reste sur place. Alors certes, la scission n'est pas nette. Les zombies peuvent aussi aller dans le domaine du sentiment, comme la comédie romantique Warm Bodies, ou, plus intéressant à mon sens, l'événement Blackest Night chez DC Comics, où les morts reviennent à la vie, pour créer une réponse émotionnelle chez les vivants et se nourrir de cette réponse émotionnelle. Mine de rien, ce n'est pas commun, et ça reste encore une exception dans les récits de zombies d'aujourd'hui. Mais je pense que j'ai pu montrer que les zombies, dans l'inconscient populaire, a remplacé finalement le fantôme dans sa partie purement terrifiante, et que, pour un récit comme un conte de Noël, où on cherchait à terrifier pour changer les mœurs sociales, c'est une bonne idée que de prendre leur évolution dans la terreur, le zombie. Mais le zombie n'est pas non plus à notre époque une créature neutre dans nos sociétés. Et il est intéressant de voir ce que ce changement fait au côté social de l'œuvre. Et pour parler de ceci, il est intéressant de se demander, c'est quoi le zombie alors ? Mais t'as pas déjà fait littéralement une présentation rapide du zombie dans la partie 1 déjà ? Oui, mais comme c'était encore le début de la vidéo, je t'avoue que je me suis un peu restreint sur la description. Là maintenant, on va commencer à s'amuser. Et commençons par parler de la différence entre en fait le zombie du Vendoux
Et le zombie vu actuellement. Parce qu'on va pas se mentir, en général, c'est plutôt l'imaginaire des Occidentaux qui se retrouve globalisé, rarement celui des autres populations de ce joli globe. Néanmoins, la présence de par les différentes colonisations et l'esclavage d'un certain nombre de ces populations, généralement ignorées depuis quelques siècles, va créer l'émergence culturelle de nouveaux courants. Par exemple le jazz, à la fin du 19e et du 20e siècle. Pour le genre zombie, on pense que c'est lorsqu'Haïti a été occupé par les États-Unis entre 1915 et 1934 que le zombie s'est retrouvé dans le folklore américain. Le thème passera d'abord par la littérature, notamment par des attaques pour dire que c'est pas bien, c'est caca, que la religion vaudou c'est le mal et que bouh, c'est pas gentil. Franchement, tu baisses niveau lyrisme. Ouais ça commence à faire un moment que je parle aussi. Par exemple, c'est le cas du livre Le Roi Blanc de la Gonave, de Faustine Wilkus, qui dit grossièrement que le vaudou ça pue, alors qu'il est très très mal placé pour faire ce genre de commentaires. En effet, pourquoi son livre s'appelle Le Roi Blanc ? Eh bien, parce que pendant quelques années, de 1926 à 1929, ce Faustine Wilkus, l'auteur, sera considéré comme le nouvel empereur de l'île de la Gonave, parce que selon des croyances vaudou, en fait, il y avait une prophétie qui disait qu'un type nommé Faustine viendrait et deviendrait le nouvel empereur. Bref, pendant ces quelques années, il devient une sorte de co-empereur avec la reine locale, la reine Timomène, et en profitera pour enfin récupérer l'impôt que les Américains demandent depuis le début de l'occupation. Oui, parce que les Américains, ils avaient du mal à lever l'impôt là-bas. En 20 ans, ils ont levé difficilement $2000. Le Faustine, lui, il chôme pas, Il a levé $10 000 en un an. Le vaudou, ça pue, mais ça aide quand même. Faut pas cracher comme ça dans la soupe, Faustine. Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux. Mais c'est surtout le livre L'île magique de William Seabrook qui va faire parler du vaudou. Paru en 1929, ce livre est l'œuvre d'un explorateur et reporter. Ce qui changera le point de vue et la façon de présenter les choses. Quelqu'un qui est un peu plus intéressé par les populations locales. Ainsi, il mettra pour une fois à égalité les religions chrétiennes et vaudou, ce qui piquera définitivement l'intérêt finalement du public. Le livre est un succès. Il est même adapté en pièce de théâtre. Bon, certes, ce sera un bide complet, mais le fait que ce soit adapté, ça fera que le sujet arrivera sous le radar du cinéma, qui cherche toujours des sujets à adapter. Le premier film de zombies sera donc White Zombie, des frères Victor et Edward Halperin. Sorti en 1932 et renommé Les Morts Vivants, par chez nous, le film parle d'un couple qui est invité par un ami, chez lui en Haïti. L'ami a une idée, aller voir un maître vaudou blanc pour zombifier temporairement la femme, laissant donc l'homme penser qu'elle est morte, puis la libérer de ce joug et l'épouser lui-même. Et oui, parce que... c'est un triangle amoureux. Enfin, ça, c'est le plan de base, Tout le monde a ses propres plans, y compris le sorcier vaudou joué par Bela Lugosi, que vous connaissez peut-être mieux sous le rôle du comte Dracula. Oui, non, on a déjà assez avec les zombies, On va pas commencer à faire des mix non plus, Bref, c'est ainsi que le thème du zombie va passer dans la culture états-unienne, via la littérature et le cinéma. On pourra les retrouver ensuite à différents endroits, et bien sûr en comics. Et oui, on va parler comics dans cette émission de comics. Ouais, quand même. Alors en ce qui concerne la première apparition d'un zombie dans des pages de la BD américaine, je vais faire 2 approximations. Il est possible que j'oublie ou que j'ai raté des choses, ce ne sont pas des informations sûres. Pour un zombie, au sens général, forcément je pense de suite au personnage de Solomon Grundy. Cyrus Gold, qui est un marchand du 19e siècle mort dans un marais. Parfois, selon certaines incarnations, il est lié à la terre et aux plantes, même parfois un peu à la religion vaudou, ça dépend des époques et des scénaristes. En tout cas, Solomon Grundy est certes né un lundi, mais a été créé en 1944, ce qui en fait possiblement le premier zombie des comics. Concernant la version vaudou des zombies, je crois que le premier exemple sur lequel je suis tombé est en fait en 1938, dans Morphin Comics numéro 31,
où on a une histoire où on a Dr. Occult, donc chez DC Comics, qui tombe sur un certain maître des corps, The Master of Corpses, qui tout simplement en fait utilise bien tout simplement des morts, zombifiés, pour creuser dans la mine et pouvoir se faire plus d'argent. Voilà. Tout ça a été fait de la main de Jerry Siegel et Joe Shuster, donc les papas de Superman. On pourrait parler aussi de la création de Joe Simon, le Zombie Master, le maître des zombies, qui est un ennemi donc de The Fiery Mask dans le numéro 1 de Daring Mystery Comics en 1940, ou on pourrait parler encore du Zombie Violet, du Purple Zombie, dans les numéros 1 à 12 de Heroic Comics de 1940 à 1941. Mais voilà, pour un zombie un peu plus sanguinolent et un peu plus corps décomposé revenu à la vie, je crois que c'est possiblement dans le premier numéro du magazine Eerie en 1947. Donc Eerie est un magazine d'horreur anthologique avec plein d'histoires, dont une sur un zombie, ou en tout cas sur le cadavre d'une femme qui revient à la vie, toute dégoulinante de sang puisque après tout elle s'est fait renverser par un train. J'ai aussi trouvé en ligne la mention d'un cadavre mort-vivant, d'un Living Corpses, en 1946, dans le numéro 1 de Spook Comics, mais malheureusement je n'ai pas pu lire ce Spook Comics, ni tomber sur aucun témoignage, donc je ne peux pas vous en parler. Donc on va tout simplement dire pour la version vaudou que ce sera Morphone Comics 31, en 1938, et on va parler de Eerie numéro 1 en 1947 pour la version un peu plus dégoulinante et un peu plus moderne du zombie. En fait, les zombies tels qu'on les entend aujourd'hui étaient déjà assez souvent présents en comics avant que Romero ne crée la forme moderne du zombie au cinéma. Je suis pas en train de dire que les comics ont contribué à la forme moderne du zombie, mais un peu quand même. Sous une forme de proto-zombie en tout cas. À la fin des années 40 et le début des années 50 sont particulièrement riches en forme de proto-zombie dans les comics. Dans son livre The Horror, l'auteur Jim Trombetta nous explique que un fantôme est un esprit sans un corps, mais ce qui a possédé les années 50 est l'inverse, un corps sans esprit, un zombie. Notez qu'on retrouve ici l'opposition fantôme-zombie, âme corps, qui est, je pense, la colonne vertébrale de cette vidéo. Bien sûr, cet élan dans les comics va s'arrêter, avec un mouvement de protestation au milieu des années 50 contre les comics et leur violence, qui transforme nos gentils chérubins en monstres assoiffés de sang, avec des commissions sénatoriales, le livre La séduction de l'innocent, et des autodafés de comics dans les rues. Ah, les woks qui veulent tout censurer, hein. On n'aurait pas fait ça de mon temps, hein, ma bonne dame, tout se perd. Mais c'était pas plutôt la droite conservatrice qui faisait brûler des trucs et qui demandait la censure? Oui, comme dans la majorité des cas, aujourd'hui encore. Mais bon, ce qui paraît, il faut crier contre les woks aujourd'hui, pour être connu. Ce qui est dommage parce que moi j'adore cuisiner avec les woks. Bref, on ne verra plus de zombies dans les comics après le milieu des années 50, et ce pendant quelques temps. Merci, le Comics Code Authority. De rien, toujours là pour aider. Retournons donc au cinéma, puisque la source en comics s'est tarie prématurément. Bon, je vous fais pas la liste de tous les films avec des zombies version vaudou, hein. On a le film Vaudou en 1934, il est cool hein, parce que l'ambiance est folle. Certes, il y a les astro-zombies, hein, c'est de la série Z assumée et follement marrante en nanar. Hein. Et Plan 9 from Outer Space, vous savez, c'est le film d'Ed Wood le plus décrié parmi tous les films décriés d'Ed Wood. Non, parlons des films qui vont commencer un peu à codifier le genre avant que George Romero n'entre en scène. Ah non, pas maintenant la musique, mais bientôt, hein, tiens-toi prête. Surtout qu'en fait, il n'y a vraiment qu'un seul film en fait qui mérite d'être mentionné. L'invasion des morts-vivants de John Gilling, qui est sorti en 1966, ou en VO, The Plague of the Zombies. C'est le seul film de zombies du studio britannique assez connu dans le genre horrifique de la Hammer. Alors, on utilise toujours le thème du vaudou, mais on commence à présenter des cadavres en décomposition, hein, vraiment, et on met un grand accent sur ce côté décomposition à tout qui bave. Alors, on peut noter que les comics d'avant, le Comics Code, avaient déjà une plus grande liberté graphique et donc avaient déjà utilisé le thème de la décomposition dans ses propres pages. Mais voilà, le Comics Code est passé,
c'est finalement pas lui qui sera retenu comme la source d'inspiration officielle. Parce que 2 ans plus tard, en 1968, sort La Nuit des Morts Vivants, ou Night of the Living Dead de George Romero. Bah, alors la musique ? J'ai dit George Romero. Ah voilà ! George Romero, c'est le daron du genre zombie actuel. C'est celui qui a inventé le genre avec Night of the Living Dead en 1968. Ici, ce n'est plus de la sorcellerie qui ramène les morts à la vie, mais l'explosion d'un satellite, c'est la science qui se substitue au culte. Le zombie n'est plus unique, fruit des attentions d'un sorcier attentionné qui travaille au cas par cas, petit artisan, mais une masse informe et grouillante caractérisée par sa soif de chair et de sang. Voire même, pour les plus gourmets, de cerveau frais. Le film parle déjà de société, avec notamment son premier rôle, un Afro-Américain, qui notamment finit exécuté par les miliciens venus le sauver parce que... ils l'ont confondu avec un zombie. Que voulez-vous, il n'avait pas la bonne couleur de peau. Ah, et bien sûr toute référence à des événements, comme au hasard les 159 émeutes raciales de l'été 1967 aux États-Unis ne serait que pure spéculation, bien entendu. Parce que oui, les années 60, ce n'est pas que le Summer of Love. C'est avec son deuxième film de zombies, Dawn of the Dead, en 1978, que Romero va en rajouter une grosse couche politique avec les survivants bloqués dans un centre commercial entouré de zombies. Les 10 survivants vont donc profiter de tous les bienfaits du capitalisme à outrance, entourés de la mort qui rôde, des survivants qui tentent d'ignorer l'horreur qui les entoure en s'enfonçant dans la jouissance des biens matériels et le consumérisme. Mais voilà, le zombie devient une mode et va donc lentement se modifier. Après une période de critique sociale forte, le genre zombie part dans tous les sens. Comme toutes les modes, mine de rien. Wes Craven revient au vaudou avec L'Emprise des Ténèbres. On a Della Morte e della More de Michel Soavi, qui va s'interroger sur comment continuer à aimer après la mort de l'être aimé. On a Brain Dead de Peter Jackson, qui est un film B très potache. Et clairement, au final, c'est l'approche Resident Evil qui gagne. Des thèmes recyclés en semi-variation à l'infini, avec des vibes de plus en plus nanars. Je me demande tout de même si on s'est pas un peu emballé. Et mine de rien, au cinéma, c'est 28 jours plus tard de Danny Boyle qui réussit à redonner un coup de jeune au genre zombie en le traitant un poil plus sérieusement en 2002. Mais bon, je lui préfère sa suite 28 semaines plus tard de Juan Carlos Fresnadillo qui renoue lui avec la critique sociale de façon claire, là où ça reste très gentillé dans le film de Danny Boyle. Dans 28 semaines plus tard, on a une épidémie qui est terminée officiellement selon les autorités, ce qui sonne particulièrement juste en ces temps où le Covid est officiellement terminé mais continue à tuer de façon claire, et aussi où les camps de survivants sont traités très clairement comme des camps de réfugiés, et croyez-moi, vous avez intérêt à être du bon côté dans le camp parce que les soldats, eux, ils ont la gâchette facile. Et le côté commentaire social, mine de rien, eh bien, depuis ce nouveau départ, il tient encore. Le dernier train pour Busan, un super film de zombies dans un train, c'est une excellente critique de l'individualisme. Le film Ramok utilise les zombies pour parler de comment on peut facilement perdre le contrôle de soi-même en proie à de fortes émotions. Le film The Battery, lui, met l'accent sur l'ennui et la monotonie du quotidien, ou même survivre aux zombies, et finalement c'est juste une nouvelle journée de travail aliénante et répétitive au final. Même les comédies comme Shaun of the Dead, Bienvenue à Zombieland ou encore Cooties réussissent à intégrer des commentaires sociaux au milieu de ce qui n'est finalement qu'une comédie pure. Et preuve totale de ce renouveau, même le daron, George Romero, était revenu faire un film en 2005, Le Territoire des Morts, où finalement les zombies sont en train de se structurer en société après ses précédents films. Et donc nous parle lutte des classes entre vivants et morts-vivants. C'est franchement pas mal. Bon, alors c'est plus aussi subtil qu'au début, mais on est, je crois, rentré dans une période où les artistes abandonnent de plus en plus la subtilité devant la mauvaise foi de certaines parties du public,
qui refuse de comprendre les messages qui se trouvent dans le divertissement, et qui refuse des fois de le comprendre à dessein. Parce que oui, pour moi, c'est volontaire que le monde artistique, en général, soit de moins en moins subtil. Je veux dire, la subtilité, ça fait de très jolies œuvres. C'est vrai. Mais niveau message et niveau efficacité, on s'y retrouve actuellement assez peu sur l'ensemble du public. Et je pense que les auteurs et autrices en ont marre. Romero fera d'autres films, comme Diary of the Dead, ou Chronique des morts vivants en français, qui sera plus une critique des médias et d'autres choses. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'ensuite le tout a continué en comics, les loulous et les louloutes, car cette vidéo est un gigantesque ouroboros géant où on ne cesse d'alterner entre les différents médiums. Et oui, Empire of the Dead, c'est 3 mini-séries sorties entre 2014 et 2015, et qui est un peu la suite de cette saga des zombies de Romero. Alors certes, où on rajoute en plus les vampires. Bref, c'est un peu le boxon, je l'avoue, mais quand même. C'est joli comme symbole. Bref, on vient de le voir, le genre zombie c'est un terreau incroyable pour le commentaire social. Et c'est pas juste moi qui le dis, mais beaucoup de gens, spécialistes et connaisseurs. Bon ok, prenons un argument d'autorité plus universellement admis. Tenez, prenons ce que dit Jean-Baptiste Toré dans son livre Politique et zombies, qui est sorti en 2007. Le zombie, c'est l'application rigoureuse et littérale des lois du capitalisme. Une nouvelle dissidence, qui loin de s'opposer au système, pousse sa logique jusqu'à son point de rupture. Symbole littéral des impasses de la société de consommation, des enterrés vifs de l'histoire américaine, il est cette contre-fiction qui prend d'assaut le cadre et le déborde. Mu par aucune motivation, si ce n'est la logique d'un strict réflexe alimentaire, le zombie constitue ce bloc insensé qui cristallise une Amérique en quête de sens, une nouvelle société qui veut dévorer l'ancienne. Bon alors, c'est sûr, ça a une autre gueule quand c'est lui qui le dit plutôt que mes pitreries habituelles. Mais c'est très intéressant, et ça finit de montrer en quoi changer les fantômes d'un conte de Noël par des zombies dans ce titre est, mine de rien, excellent. Un conte de Noël est une nouvelle de 1843, à une époque où le capitalisme que nous connaissons aujourd'hui n'en est encore qu'à ses balbutiements. La révolution industrielle, qui lui a donné son boom initial, avait déjà bien pris ses marques au Royaume-Uni à cette époque, s'était installé un petit peu dans quelques autres pays d'Europe, mais n'était pas encore le système mondial que nous connaissons aujourd'hui. Un conte de Noël est un conte purement britannique. Le zombie, comme nous le montre la citation de Jean-Baptiste Toré, nous montre normalement plutôt l'Amérique. Mais c'est finalement aujourd'hui la même chose en termes des façons de produire et plus ou moins de traiter sa population, et c'est ce qui est intéressant dans un chant de Noël. En plus de changer la figure du fantôme, par ce qui l'a remplacé de plus effrayant dans la culture moderne, le zombie, ce changement est aussi le plus pertinent, en ce que cette créature morte vivante se complaît dans le commentaire social, et même semble avoir été créée dans sa forme moderne pour cela. C'est donc une formidable cure de jouvence pour le conte, et une cure en plus écrite de façon très subtile par le scénariste James McCann. Et j'ai même les preuves pour montrer qu'il suffit pas juste de mettre des zombies pour que ça marche. Non, il faut aussi réfléchir à ce qu'on veut dire, et que le résultat de cette réflexion fasse sens. Petite digression pour parler d'une coïncidence assez marrante et fascinante, à la même année que sort ce comics, en 2011, est aussi sorti un roman intitulé Zombie Christmas Carol, le même titre, écrit par le romancier Michael G. Thomas. Et ce roman ne fonctionne pas du tout. Dans cette version, l'apocalypse zombie a déjà eu lieu. Elle a tué Jacob Marley, l'acolyte de Scrooge, et on n'a plus vu de zombies depuis 7 ans, quand le roman commence en fait. Il n'y a plus de zombies depuis que Marley est mort. Et dans l'œuvre, on voit vraiment des zombies que quand on a l'esprit des Noëls passés et celui du futur. Oui, parce que dans le présent, il y a une secte qui veut encore ressusciter les zombies grâce à un artefact chelou mystique. Et comme Scrooge a vu ce qui va se passer avec les esprits, il va pouvoir l'empêcher. Paf, la fin. Alors c'est naze, ça perd toute la portée politique et sociale d'un conte de Noël, et même, j'ose, ça perd sa portée
poétique, parce que les rajouts, ils sont tout nazes. Jim McCain, lui, a su préserver tout cela, et même le renforcer via une simple cure de jouvence, en utilisant la figure parfaite pour dénoncer les méfaits humains, et notamment ceux des sociétés humaines, la figure du zombie. Et quelque part, le zombie est un peu adoubé, ou l'est encore plus, en devenant un rouage intégral et parfaitement naturel du conte social le plus connu du monde. Et on change son rapport à la mort. Et c'est le point le plus intéressant finalement de toute cette adaptation. La mort. La mort est le droit le plus inaliénable de tous, la seule promesse offerte à tout être vivant, et ce dès sa naissance. Il n'y a qu'une chose qui soit sûre dans ce chaos qu'est la vie, c'est qu'à un moment, tu rendras ton dernier soupir. Bah putain, heureusement que tu voulais un esprit festif. Qu'est-ce que ça aurait été sinon? Alors oui, c'est vrai, hein, mais c'est l'esprit festif d'un dépressif. On fait ce qu'on peut. Dans le roman originel, Dickens fait un constat sur l'exploitation qui commence au moment de la révolution industrielle, donc de l'écriture du roman, et que cette exploitation fait perdre des droits. Qu'il y a une différence entre cette exploitation et celle d'avant. L'individu avait encore une petite importance dans le système monarchique, et même le plus petit des serfs pouvait espérer le salut de son âme en suivant les règles. Dickens nous disait que ce n'était plus suffisant. La preuve en était les fantômes. Peu importe nos croyances, nos âmes n'étaient plus certaines d'être sauvées. Et c'est peut-être pour avoir fait sauter un certain tabou sur la mort, d'avoir été un cran plus loin, que nous pouvons remercier la littérature gothique anglaise. Il fallait faire plus qu'auparavant pour mériter le repos de l'âme promis après la mort. Ici, Jim McCann vit des siècles après Dickens. Ce système, que nous appellerons capitalisme par souci de simplicité, et comme on l'a fait d'ailleurs tout au long de cette vidéo, parce que c'est déjà très long comme explication, ce capitalisme donc s'est mondialisé, et a pris part à presque tous les pans de nos sociétés. Il faut donc moderniser le message. Aujourd'hui, nous ne cherchons plus tellement le repos de l'âme promis après la mort. Ou en tout cas, plus de la même manière. Disons, pour le dire autrement, on cherche plutôt déjà une belle mort où l'on ne souffrirait pas trop. Les soins palliatifs, les médicaments, tout autant de signes que nous cherchons plutôt à s'occuper de ce qui se passe avant la mort plutôt qu'après. Ceci n'est pas un jugement dans un sens ou dans un autre, mais un fait, un constat. Et c'est aussi une des raisons de la perte de puissance des fantômes, d'ailleurs. On s'occupe de l'avant-mort, plutôt que de l'après-mort. Et les fantômes ne peuvent être que l'après-mort. Et c'est là qu'arrive le zombie. Lui qui n'est pas mort. Pas vraiment. Ma toute première définition, dans la première partie, définissait le zombie comme l'oxymore mort-vivant. Et une oxymore, ça consiste à allier deux termes qui ne vont pas ensemble. Une douce violence, par exemple. L'honnêteté d'un ministre, aussi. Ou bien, mort-vivant. Le zombie empêche la mort définitive. À l'époque de son ouvrage, Dickens nous disait que ce nouveau système, le capitalisme, toujours pour simplifier, pouvait nous priver de l'objectif de société d'alors, le repos de l'âme après la mort. Aujourd'hui, McCann a modernisé le message. Le capitalisme nous prive de notre objectif de société actuel, réussir notre mort. Force est de constater que le capitalisme actuellement fait effectivement peu de cas de la mort. Si un prisonnier meurt dans certains pays, on récupère son cadavre et des entreprises en font du collagène. Cela a été le cas pour les condamnés à mort chinois, dont le collagène, à savoir une bonne partie du tissu humain,
a fini dans des entreprises de cosmétiques à destination des pays d'en dehors de la Chine. Ouais, vous vous êtes peut-être déjà étalé un peu de condamnés à mort sur les joues. Je me demande tout de même si on s'est pas un peu emballé. Bon, passons dans du moins gore. La propriété intellectuelle. Seule propriété censée être éternelle selon la loi. C'est la seule chose qui puisse être éternelle. Et régulièrement voire sans cesse bafouée par des entreprises et des industries qui exploitent certaines créations. Et j'en sais quelque chose. Le sujet de cette chaîne est après tout une de ces industries, la bande dessinée. On va bien les prévenir. Soit vous faites commander, soit il n'y a pas d'argent. Tout le monde est prévenu, c'est bon? Et même si vous ne créez rien qui soit digne d'une protection de propriété intellectuelle, l'exploitation de nos données individuelles, elle ne s'arrête pas non plus à notre mort. Oh que non. Je veux dire, il y a pas mal de réseaux sociaux, comme par exemple Facebook, qui commencent déjà à réfléchir à des façons de créer, après votre mort, de modifier par exemple votre compte actuel en compte de commémoration. And I don't like it. Si vous n'avez pas encore eu de réseaux sociaux qui vous notifient qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un proche décédé, ne vous en faites pas, ça arrivera bien plus vite que vous ne le pensez. Boy, that escalated quickly. Et même certains déjà pensent à l'intelligence artificielle pour recréer numériquement les morts et converser avec eux. La mort. La mort est le droit le plus inaliénable de tous, et on est en train de le perdre également. C'est le constat que pose finalement McCann ici. Nous sommes tellement déshumanisés que dans l'esprit de certains parmi les plus riches, nous n'avions déjà plus droit au repos de l'âme, mais également plus vraiment à une belle mort. Et maintenant, ni même à juste une mort. Nous sommes des rouages d'une machine devant être sans cesse graissée, et ma foi, le sang est un liquide aussi noble que l'huile. D'où le zombie. Troisième voie entre la vie et la mort, qui permet de rebattre les cartes. D'où la citation que j'ai faite un peu plus tôt de Jean-Baptiste Thoré, dans son ouvrage Politique des zombies. Le zombie, c'est l'application rigoureuse et littérale des lois du capitalisme, qui pousse sa logique jusqu'à son point de rupture. Et donc en faisant ce changement avec les zombies, non seulement McCann continue la démarche de Dickens, mais même il l'achève. Jeu de mots contractuel. Dans le roman originel, Scrooge ne meurt pas. Il n'a pas besoin de mourir pour gagner le repos de l'âme. Il faut faire des bonnes actions de son vivant. Ici, dans le comics, dans le message actualisé, la mort est partout. Scrooge lui-même meurt dans la nuit de Noël. Le constat est bien plus dur que le roman originel. On n'a même plus le temps de la rédemption. Ce système doit cesser et est déjà à bout de souffle. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas le repos, c'est la survie. C'est aussi l'héritage. Qu'est-ce qu'on va laisser? Quelle société? Comment? Dans quel état? Reprenons toujours Jean-Baptiste Thoré. Une société en quête de sens, une nouvelle société qui veut dévorer l'ancienne. Comme si cette nouvelle société n'avait plus rien. Comme si, en fait, les seules choses qui restaient étaient ceux qui avaient tout. Ôte-moi d'un doute. Tu prends toujours tes antidépresseurs, hein? Eh bien oui, comme de plus en plus d'êtres humains d'ailleurs, sur Terre. Bon, c'est qu'il serait temps quand même de commencer à aller vers une conclusion, en quelque sorte. Après avoir blablaté autant, ouais, tu m'étonnes. Et je dois bien vous dire qu'en teasant le sujet il y a quelques années, à la fin du dernier calendrier de l'Avent purement fiction, je ne m'attendais pas à faire autant de pages sur le sujet.
zombies. Toutes les merdes qu'on a connues ces derniers temps, à chaque fois que c'est un truc de Noël, ça se part en cacahuète. J'ai pas forcément envie d'ouvrir un bouquin qui s'appelle Zombie. Parce que la première fois où je l'ai lu, ce comics, je l'avais trouvé sympa, mais sans de trucs extra non plus. C'est avec le temps que toutes ces réflexions me sont venues, que c'était du génie de moderniser les fantômes avec la figure du zombie, que ce changement fait autant de bien à l'œuvre originale de Dickens qu'au genre zombie lui-même, maintenant digne d'être comparé à l'œuvre sociale horrifique par excellence. Je veux dire Zombie Christmas Carol. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien tirer comme leçon de cette immense vidéo ? Que si on passe suffisamment de temps sur une œuvre, on y trouve forcément des trucs bien à dire ? Je ne pense pas. Aïe aïe aïe, c'est ce que j'ai craigné. Je bosse depuis aussi longtemps, voire bien plus, sur d'autres œuvres comme All-Star Batman et Robin, Justice League Act of God, ou encore Wolverine le meilleur dans sa partie, et mon avis reste désespérément négatif sur ces œuvres. Donc non, c'est pas uniquement une question de temps passé dessus. Le temps ne fait rien à l'affaire. Alors, ce serait quoi la morale de cette histoire ? Que certaines œuvres cachent tellement bien leur qualité, pour qu'elles paraissent si naturelles, que, en définitive, on ne réfléchit pas vraiment à ces dites qualités, et qu'on peut classer ça facilement dans les choses moyennes. Parce que oui, c'est tellement évident qu'on ne réfléchit pas au travail que ça demande derrière au premier abord. Ah, j'aimerais qu'il y ait un peu de ça. Non. En fait, j'aimerais que ça ne soit que cela, mais ce serait trop facile. La vérité, c'est que c'est plutôt un mélange de cela et d'autres choses. Cette autre chose, et c'est assez clair dans mon cas, c'est ce fameux horizon des attentes, dont je vous ai parlé dans le Comic Story numéro 15. Le concept d'horizon des attentes explique pourquoi chacun reçoit différemment une œuvre, pourtant elle unique, puisqu'on la voit de façon différente selon son propre horizon d'attente de l'œuvre. Un horizon des attentes qui m'a gravé, et qu'on retrouve encore dans la façon dont je dis parfois le titre de cette œuvre. Que quand je ne réfléchis pas, quand je ne fais pas attention, eh bien je ne dis pas forcément Zombie Christmas Carol. Non. Je dis Marvel's Zombie, Christmas Carol. Ma première façon de voir l'œuvre a été en lien avec l'univers Marvel Zombie, alors que celui-ci n'a rien à voir, en fait. Et qu'est-ce que ça a teinté mes premières lectures ? Personne n'est insensible au jugement a priori d'une œuvre, et certainement pas moi. Mais qu'est-ce que ce jugement premier fait du mal à certaines œuvres ? C'est parce que je voyais cette œuvre sous ce prisme que je ne réfléchissais pas vraiment à tout ce que ça pouvait signifier, à tout ce que ça pouvait contenir. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'aborder les œuvres de la façon la plus neutre possible la première fois qu'on les rencontre. Juste la première fois. Parce qu'ensuite, par contre, tout ce qu'on apprend doit modifier le jugement de l'œuvre. Et du coup, j'espère aussi qu'avec cette vidéo, je ne vais pas faire l'inverse. Que je ne vais pas vous créer un horizon des attentes beaucoup trop positif. L'œuvre est solide, extrêmement solide, mais je pense qu'elle apparaîtra beaucoup plus moyenne à quelqu'un qui n'aime pas autant l'œuvre originelle, Un chant de Noël, de Dickens. Ah bon ? Tu aimes Dickens ? On n'avait pas remarqué. Si on n'est pas un grand fan de l'œuvre de Dickens, la lecture reste solide, mais vous perdrez le côté excellence de comment le scénariste Jim McCann joue avec tous les détails de l'œuvre d'origine pour les renverser, et en fait, juste en améliorer tout le message d'origine. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il existe une version française, un peu ancienne maintenant, publiée par Panini à l'époque de Zombie Christmas Carol. Donc si vous êtes un peu curieux, vous savez où chercher pour avoir votre dose de cerveau frais. Ah pur. Enfin fini. Ouais.
Ça a été long, mon vieux, là, ce coup-ci. Mais j'en suis assez content. On devrait fêter ça, tu sais. Oh oui, carrément. On se fait un petit resto? Il y a un petit taille au coin de la rue. Il aime pas mamma mia, je te dis que ça. T'attendais quelqu'un? Bah... Non, pas que je sache. Enfin, je vais voir. Oui, 2 secondes, j'arrive. Je suis là, je dois le calmer. Tu m'étonnes. Oui, on est là. Non, finalement, on n'est pas là. C'est quoi le dos là? Bah regarde. Oh putain, un zombard. Bah ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Mais c'est le gros Tony que j'étais canillé tout à l'heure. Non, là c'est différent. C'est une affaire non terminée. Voilà, problème terminé. Il y en a d'autres. Retraite. Oh, pétard. Mais c'est quoi ce bordel? Du calme, gamin. La première chose à faire, c'est de vérifier les infos. Ah ouais? Tu penses qu'on peut avoir des infos? La dernière fois, nous étions en pleine invasion empire. Mec, j'étais... Et attention, priorité au direct, à la news, au flash, à l'info. Ce matin, je suis sorti de chez moi et je me suis dit, soit il y a un concours de cosplay géant de mecs déguisés en moi au réveil, soit les zombies se réveillent. Eh bien oui, c'est une apocalypse zombie, mesdames et messieurs. Donc tout de suite une page de pub pour des stages de survivalisme. Et après, on passe à la météo. Non, faites attention quand même, surtout pour ceux qui ont l'habitude de se mettre à lécher les tables des bars quand ils ont 3,5 grammes, c'est très déconseillé. C'est la fin de ce JT, je vous remercie d'être plus en plus nombreux à le suivre, merci. Une invasion zombie. Oh putain. Et j'ai pas racheté de crackers. Attends, c'est ça ta réaction? Bah écoute, ça me calme de manger des crackers. On risque de rester enfermés ensemble un petit moment, toi et moi. Tu préfères que je sois calme, non? Oui, vu comme ça, oui. Tu veux une camomille? Tu déconnes là.